Imaginez une colère présidentielle, mais une colère si vive qu'elle secoue toute la diplomatie ouest-africaine. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. L'extradition d'un ancien chef d'État, Paul-Henri Damiba, du Togo vers le Burkina Faso, eh bien, ça a provoqué une réaction, disons, explosive du président ivoirien Alassane Ouattara. Oui, et ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant l'extradition elle-même. Ça arrive. C'est plutôt le fait qu'elle agisse comme un véritable détonateur. Ça révèle des lignes de fracture qui sont en fait extrêmement profondes entre Abidjan et les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est ça. On a vraiment l'impression qu'une simple étincelle vient de mettre le feu à une poudrière qui couvait, depuis très longtemps. C'est exactement sur ça qu'on va se pencher. Nos sources décrivent cette affaire comme un précédent juridique et politique inquiétant. On va donc essayer de comprendre pourquoi. On va plonger dans des accusations qui sont très graves. On parle de déstabilisation. On va analyser ce qui se cache derrière la réaction officielle d'Abidjan. Et voir ce que tout ça nous dit sur les équilibres de pouvoir qui sont en train de se redessiner complètement dans la région. Et pour avoir le tableau complet, il faudra élargir un peu le cadre. Parce que cette tension, elle ne sort pas de nulle part. On verra comment ça résonne avec la politique intérieure en Côte d'Ivoire, mais aussi ce qui se passe en Guinée-Bissau, en Ouganda, et même dans ce dialogue très prudent entre le Burkina et les États-Unis. Tout est lié, en fait. Tout à fait. Alors posons les bases. Une de nos sources principales, le site African Intelligence, rapporte que le président Ouattara est, pour le dire simplement, furieux. Il qualifie cette extradition de brèche dangereuse. Officiellement, sa grande crainte, ce serait que ça crée un précédent. Lequel ? Celui où n'importe quel dirigeant en exil pourrait être renvoyé dans son pays d'origine sur une simple demande. C'est l'argument de la boîte de Pandore. Et sur le papier, sur le plan juridique, ça se tient. Si le Togo extrade Dabiba, qu'est-ce qui empêcherait un autre pays de livrer, disons, un opposant politique qui était accueilli pour des raisons humanitaires ? Exactement. Abidjan se positionne donc en défenseur d'un un principe de droit, de la tradition africaine de terre d'asile. Mais c'est une défense qui soulève tout de suite une question. Ah oui, laquelle ? Celle de la cohérence. On pense tout de suite évidemment au cas de Blaise Compaoré. Bien sûr. L'ancien président burkinabé, condamné par contumace pour l'assassinat de Thomas Sankara. Il vit un exil, on peut le dire, doré en Côte d'Ivoire depuis des années, et Abidjan a toujours refusé les demandes d'extradition de Ouagadougou. Du coup, cette position de principe, aujourd'hui, elle peut paraître un peu sélective, disons. C'est un point absolument essentiel. Et c'est là que nos autres sources deviennent vraiment intéressantes. Elles ne s'arrêtent pas à la façade diplomatique. L'une d'elles propose une analyse beaucoup plus directe et parle d'une véritable panique à Abidjan. Une panique qui s'expliquerait par 3 raisons. Ah, Et ces raisons n'ont plus grand-chose à voir avec les grands principes juridiques. d'accord, donc on quitte le droit pour entrer dans la géopolitique pure, la psychologie du pouvoir. Allons-y. La première raison avancée par cette source est liée à l'image même du président Ouattara. Et attention, le document utilise des termes d'une violence assez rare. Il est décrit comme le cheveu qui ne manque jamais dans la soupe, ou même le plus grand déstabilisateur de la sous-région. Waouh. Agissant, je cite encore, pour le compte de ses maîtres, les néocolonialistes français. Ce vocabulaire est très révélateur. On n'est plus du tout dans le langage diplomatique feutré là. Non, pas du tout. C'est une rhétorique de combat politique très utilisée par les courants panafricanistes qui s'opposent à ce qu'ils appellent la France-Afrique. Le choix des mots n'est pas anodin. Ça vise à placer Ouattara dans un camp bien précis, celui des dirigeants vus comme des relais d'influence étrangère. Par opposition au régime militaire du Sahel qui, eux, prônent la souveraineté. Exactement. Et donc, selon cette analyse, la peur de Ouattara serait que l'affaire Damiba vienne renforcer ce récit, qu'elle écrive, je cite, une nouvelle page de son histoire de putschiste néocolonialiste invétérée. C'est une bataille pour le narratif, en fait, pour son héritage politique. Une bataille cruciale. Surtout aujourd'hui, avec une opinion publique, notamment la jeunesse, qui est de plus en plus sensible à ces questions de souveraineté. La crainte, ce n'est pas seulement que le passé soit révélé, mais qu'il soit réinterprété à travers le prisme de cette nouvelle idéologie qui domine au Sahel. Ce qui nous amène directement à la deuxième raison. Et là, on passe de l'image à des accusations factuelles qui sont extrêmement lourdes. La source affirme qu'il existerait des preuves indiquant que le projet d'assassinat contre le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, Oui. aurait été préparé et financé depuis la Côte d'Ivoire. Ah, là on change complètement d'échelle. On n'est plus dans l'hébergement d'un opposant, on est dans le soutien actif à une tentative de coup d'État, voire de meurtre. C'est une accusation.
C'est une accusation qui, si elle était avérée, relèverait du casus belli purement et simplement. Absolument. Et c'est pour ça que le document parle de la panique d'Abidjan face à la perspective d'un nouveau grand déballage de sa vilainie. La Côte d'Ivoire y est décrite carrément comme la base arrière active de la déstabilisation du Burkina Faso. Et cette accusation, elle fait écho à des choses qu'on a déjà entendues, même si c'était de manière moins directe. Les autorités burkinabées ont déjà accusé par le passé la Côte d'Ivoire d'abriter des bases terroristes destinées à les frapper. C'est vrai. Ce qui était une friction diplomatique devient, avec cette allégation, une confrontation beaucoup plus directe. Le retour de Damiba à Ouaga, ce n'est pas juste le retour d'un homme, c'est le retour potentiel d'un témoin clé. Et ça, c'est la troisième raison. La plus spéculative, mais peut-être la plus explosive. La peur que Paul-Henri Damiba se mette à table. L'hypothèse de la source, c'est qu'il pourrait se sentir trahi, lâché par ses soutiens. Il s'attendait peut-être à ce que la pression de Ouattara sur le Togo suffise à le protéger. Voyant que non, il pourrait juger ses anciens maîtres et leurs alliés de la CEDEAO ingrats. C'est la logique redoutable de l'acteur qui se rend compte qu'il n'était qu'un pion. Et quand un pion sur l'échiquier comprend qu'il est sacrifiable, il peut décider de renverser la table. C'est tout à fait ça. La vraie question, ce n'est pas seulement s'il va parler, c'est à qui il va choisir de parler pour maximiser l'impact et peut-être négocier sa propre survie. C'est exactement la crainte qui est décrite. S'il laisse parler son cœur, il pourrait, je cite, entièrement et complètement mouiller Ouattara. Mais pas seulement lui. Il pourrait aussi impliquer d'autres alliés régionaux et même internationaux. L'affaire changerait alors de dimension. On passerait d'une crise bilatérale à un scandale géopolitique. Ça met en lumière une réalité fondamentale de la région. L'extrême interconnexion des élites, des services de renseignement. Un secret à Bamako peut avoir des répercussions à Lomé, Cotonou ou Abidjan. La chute d'une seule pièce peut vraiment provoquer un effet domino dévastateur pour la stabilité de plusieurs régimes. Alors justement, pour comprendre cet effet domino, il faut regarder le reste de l'échiquier. Toute cette affaire de déstabilisation présumée depuis la Côte d'Ivoire est d'autant plus fascinante quand on la compare à la politique intérieure d'Alassane Ouattara, où le maître mot semble être la stabilité. Le paradoxe est saisissant. C'est le double visage du pouvoir, classique. D'un côté, une projection de force, d'influence à l'extérieur, quitte à prendre des risques. De l'autre, une obsession du contrôle et de la continuité à l'intérieur. On l'a vu très récemment, le 21 janvier. Le président Ouattara a reconduit son Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Les analystes que citent nos sources, ils voient une volonté claire de privilégier la stabilité à l'approche de la fin de son mandat. On verrouille tout sur le plan national. C'est une stratégie assez classique. On s'assure que la maison est en ordre avant de s'engaler dans des bras de fer régionaux. Et la communication qui accompagne ça est très parlante aussi. Oui, il y a ce détail assez étonnant rapporté par une de nos sources. Lors d'une prise de parole, le Premier ministre ivoirien a fait une prière publique. Il a demandé à Dieu de lui accorder 5 qualités inspirées de grandes figures bibliques, comme la sagesse de Salomon. Ah, ça c'est un acte de communication politique très très calculé. Il s'agit de projeter une image de piété, de sérénité, de légitimité divine au sommet de l'État. Pour rassurer, sans doute ? Probablement pour rassurer une opinion publique nationale qui est peut-être inquiète des tensions régionales. Ça crée un contraste délibéré avec l'image des régimes militaires voisins, souvent perçus comme plus abruptes. Cette question de légitimité et de stabilité, on la retrouve, mais de façon beaucoup plus chaotique, si on regarde du côté de la Guinée-Bissau. Ah oui, absolument. Là-bas, on est dans un autre type de crise. Le gouvernement de transition, mis en place après le coup d'État de novembre 2025, a annoncé un calendrier électoral. D'accord. Présidentielle et législative prévue pour le 6 décembre 2026. Sur le papier, c'est un retour programmé à la démocratie. Sur le papier seulement, vous dites ? Oui, sur le papier, parce que, quand on gratte un peu, le tableau est beaucoup plus sombre. Des figures majeures de l'opposition sont soit en exil, soit en prison. Et il y a ce projet de modification de la Constitution pour passer à un régime hyper présidentiel qui est très, très contesté. Donc des élections, mais dans quelles conditions ? C'est tout le problème de ce qu'on appelle les démocraties de façade. On peut organiser des élections techniquement parfaites, mais si le terrain de jeu politique n'est pas équitable, le résultat est connu d'avance. La crédibilité de ce scrutin dépendra de gestes concrets. La libération des prisonniers politiques, un dialogue national inclusif. Sans ça, ce sera juste perçu comme une manœuvre pour légitimer le pouvoir.
Et cette érosion de la confiance dans les institutions, ce n'est pas propre à la Guinée-Bissau. On voit un phénomène similaire avec d'autres conséquences en Ouganda. Oui, le cas ougandais est emblématique d'une autre étape de la crise. Que se passe-t-il quand l'opposition ne croit même plus à l'utilité de contester les résultats par la voie légale? C'est exactement la situation là-bas. Le président sortant, Yoweri Museveni, a été déclaré vainqueur d'une élection très controversée. Son principal adversaire, l'artiste populaire Bobi Wine, a dénoncé des fraudes massives mais a refusé de saisir la Cour suprême. Il la juge totalement soumise au pouvoir. Et ça, c'est un tournant. Renoncer à la voie judiciaire, c'est un message politique d'une puissance terrible. Ça veut dire les institutions censées garantir l'équité sont elles-mêmes devenues des outils de l'oppression. L'opposition déclare de fait que le jeu démocratique institutionnel est terminé. Et la situation a encore empiré depuis. Le fils du président, qui est un très haut gradé de l'armée, aurait proféré des menaces directes. En réponse, Bobi Wine a annoncé être entré dans la clandestinité et il a lancé un appel à la résistance civile et pacifique. On voit bien le glissement. La contestation quitte les tribunaux pour aller dans la rue. Elle passe du champ légal à celui de la mobilisation populaire durable. C'est un pari extrêmement risqué dans un régime aussi répressif que celui de Museveni. Mais c'est le signe d'une impasse totale. C'est le genre de situation qui, historiquement, peut mener soit à une répression sanglante, soit à des changements imprévisibles. Toute cette instabilité régionale, que ce soit en Ouganda, en Guinée-Bissau ou autour de l'affaire d'Amiba, ça force inévitablement les grandes puissances à ajuster leur jeu. Et c'est précisément ce qu'on observe en ce moment dans les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. C'est une danse diplomatique qui est fascinante à observer. D'un côté, Washington ne peut pas ignorer le changement de régime et le rapprochement de Ouaga avec Moscou. De l'autre, ils ne peuvent pas se permettre de rompre totalement les ponts avec un pays qui est à l'épicentre de la crise sahélienne. D'où cette rencontre récente à Ouagadougou entre le ministre burkinabé des Affaires étrangères et l'ambassadrice américaine. Fait notable, ils ont convenu de préserver un canal de discussion ouvert. La diplomatie n'est pas morte. Washington dit vouloir poursuivre sa coopération, mais, et c'est le mot important, en s'alignant sur les priorités du Burkina. Et la réponse du ministre burkinabé, c'est un petit chef-d'œuvre de communication diplomatique. Il a rappelé les bases, respect mutuel et reconnaissance des choix souverains. Mais il est allé plus loin. Il a plaidé pour un soutien international plus structurel, proactif, centré sur l'éradication durable des groupes armés et non plus sur des réponses ponctuelles aux crises. En clair, il leur dit « Arrêtez de venir jouer les pompiers quand la maison brûle déjà. Aidez-nous plutôt à construire une maison qui ne prendra pas feu. » C'est exactement ça. C'est une demande de changement complet de paradigme. On passe d'une logique d'assistance d'urgence, souvent perçue comme condescendante, à une logique de partenariat stratégique de long terme, où le partenaire africain est aux commandes. C'est l'expression la plus claire du discours sur la souveraineté qu'on entend partout au Sahel. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, c'est assez vertigineux. L'extradition d'un seul homme, Paul-Henri Damiba, a fonctionné comme un produit de contraste qu'on aurait injecté dans le système politique ouest-africain. Ça a illuminé des tensions profondes, des accusations de déstabilisation, une diplomatie à double vitesse et des crises de légitimité qui rongent des pays comme la Guinée-Bissau ou l'Ouganda. C'est une excellente synthèse. Et tous ces événements qui semblent distincts en l'apparence sont en fait traversés par un même fil rouge. Une tension fondamentale qui définit vraiment notre époque. C'est-à-dire laquelle ? C'est la confrontation entre deux logiques. D'un côté, une affirmation de plus en plus véhémente, parfois agressive, de la souveraineté nationale de chaque État. Nous sommes maîtres chez nous, nous définissons nos propres choix. C'est le message de Ouagadougou aux États-Unis, c'est d'une autre façon la justification d'Abidjan pour ne pas extrader Compaoré. D'accord. Et de l'autre côté ? De l'autre côté, on a la réalité implacable de menaces qui, elles, se moquent éperdument des frontières. Le terrorisme, les trafics, l'instabilité politique, la déstabilisation présumée du Burkina depuis la Côte d'Ivoire en est l'exemple parfait. Ces menaces sont transnationales. Elles ne peuvent être combattues efficacement que par une coopération solide. On est donc face à une contradiction qui est presque insoluble. C'est le grand dilemme. Et c'est la question qui reste en suspens après avoir analysé toutes ces sources. Comment les nations de la région et leurs partenaires peuvent-ils inventer une nouvelle forme de coopération? Une coopération qui soit capable de construire une sécurité collective efficace, tout en étant scrupuleusement respectueuse de la souveraineté de chaque État. Trouver la réponse à cette question, ce n'est pas juste un enjeu diplomatique, c'est probablement la condition de la paix pour les décennies à venir.